vraie question. C'est pas la première fois qu'avec un conflit ou un événement international du genre, encore plus au Moyen-Orient, que ça a un impact sur le prix de l'essence, mais c'est particulièrement fou ce qu'on a vécu. Exemple, hier soir, je vous dis, le prix a monté, le prix du baril, si vous le suiviez en direct, il a monté, c'est rendu à presque 120. Ça s'est recalmé, je me suis levé ce matin, c'était à 104, après ça 103, 102, puis là tout à l'heure, Francis nous disait c'est remonté à 107. Je veux dire, c'est le prix du baril de pétrole. Oui, ça varie tout le temps, mais jamais à ce rythme. Yvan Clich, fellow, spécialiste en énergie au Cerium, est avec nous. Bonjour, M. Clich. Bonjour. C'est comme une folie. Oui, le prix il fluctue à l'année longue. Le prix du pétrole, c'est sa nature même de fluctuer. Mais là, d'heure en heure, comme ça, c'est complètement fou, non? Oui, écoutez, en même temps, le prix du pétrole, sa trajectoire, elle est structuré présentement pour aller à la hausse parce qu'on a 20 de notre approvisionnement qui n'est plus physiquement disponible pour les clients auxquels il était destiné. Donc là, on est en train de faire un décor où nécessairement, où on est en train de se mettre dans un registre où nécessairement les prix vont augmenter tant qu'on ne reprendra pas le flux normal des barils de pétrole dans le détroit d'Ormuz. Donc, vous dites la tendance générale à la hausse, mais c'est quand même, je veux dire, on est passé de 70 à 80. La semaine passée, vendredi, durant notre émission, on est passé de 87, 88. Oups, le rendu à 10 heures le matin, on avait franchi le seuil des 90. Ce matin, on a franchi le seuil du 100. Ça va arrêter où? Ça va arrêter deux choses. Ça va arrêter si effectivement on met fin au conflit, puis que là, petit à petit, les tankers vont pouvoir circuler normalement dans la région, puis prendre le pétrole des régions productrices et l'amener à leurs clients, principalement en Asie. Ou sinon, c'est quand le prix va tellement monter qu'on va assister à un phénomène qu'on appelle la destruction de la demande, c'est-à-dire que les gens vont dire c'est beaucoup trop cher pour moi, donc je vais limiter mes déplacements et ça va se répercuter pour plusieurs entreprises qui vont dire nous, c'est plus rentable là, à ce prix-là de transporter les aliments, on perd notre marge bénéficiaire, donc tout ce beau monde vont diminuer beaucoup leur déplacement. Ça, c'est du gros ralentissement économique. Là. Ça, on parle d'un impact majeur sur l'économie rendue là. Un impact majeur. C'est ça. Puis de toute façon, c'est ce qu'on dit toujours. L'augmentation des prix du pétrole a sa solution en elle-même, c'est que si ça augmente trop, l'économie n'est plus capable de le prendre. Et puis là, les gens se mettent à moins consommer. Et là, évidemment, il y a moins de demande de pétrole. Et ensuite, il s'ensuit une baisse des prix. Ouais. À la pompe, là, je veux pas vous mettre dans une position de question. On s'en va-tu vers du 2 piastres le litre pour le régulier? 1 piastre, c'est 80. 2 piastres, le diesel a passé le cap des 2,10, continue à monter, mais le régulier, est-ce qu'on pourrait revivre? On l'a déjà vécu une fois ou deux, là, des prix aux alentours des 2 $. Est-ce qu'on retourne là? Sans vous dire oui, c'est sûr, je vais vous dire rien n'indique qu'on s'en va pas là. Rien n'indique qu'on s'en va pas là. OK, je le retiens. Oui, il y a rien ce matin en se réveillant qui nous indique que ce cheminement-là, on va pas vers cette direction-là parce que il n'y a pas de pause sur le terrain, il n'y a pas de solution pour faire circuler les tankers. On en discute à Washington avec des questions d'assurance ou de protection des navires, mais la logistique de tout ça, là, les détails sont encore assez ténus. On n'a pas encore une visibilité sur ces solutions-là qui n'ont jamais été testées par ailleurs auparavant. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est jouable? Est-ce que les acteurs vont être satisfaits malgré tout, justement, de reprendre la livraison? C'est loin d'être sûr. Ouais, mais juste là-dessus, quand M. Trump a évoqué, on pourrait avoir des bateaux militaires, là, des frégates ou autres, qui escortent les navires. Faudrait en escorter combien par jour? C'est-tu physiquement faisable? Beaucoup en doutent. Là. On parle d'une centaine de navires qu'on doit escorter. Par jour? Vous savez, pour les navires, oui, par jour. Donc, pour les navires, eux, ils se disent quand même, écoutez, on reste une cible. Quand même qu'on a aux côtés de nous là, des gardes du corps, ça reste que quand on passe près du détroit d'Ormuz, qui est très mince, on devient encore une cible plus facile à atteindre pour les Iraniens. Alors, ils sont pas plus rassurés que ça, puis les propriétaires de navires veulent pas perdre leur navire, puis ils veulent pas perdre leur équipage. Donc, ça reste qu'il y a un danger, et ces gens-là sont pas habitués de circuler en mode danger. Ils circulent normalement dans un monde apaisé, et là, on leur demande de circuler, transporter du pétrole dans un monde où ils risquent de couler, ou en tout cas d'être fortement impactés et mettre en péril des vies. Alors, tout ça, c'est pas les conditions idéales. Moi, je pense que fondamentalement, on va pouvoir reprendre les activités quand les hostilités vont prendre fin. Et ce matin, on n'en voit pas la fin, d'où l'augmentation des prix du pétrole.
M. Clich, il y a un autre sujet que je veux vous permettre d'éclaircir pour nos auditeurs, parce que là, on nous dit qu'une partie de la solution, exemple en Europe, là, cette nuit, si les prix se sont calmés un peu, c'est qu'à l'ouverture des marchés, les gouvernements ont annoncé, les gouvernements européens, qu'ils allaient libérer 400 000 barils, mais dans la réserve, la réserve stratégique, parce que tous les pays, l'Europe, les pays ont des réserves stratégiques de pétrole. C'est difficile pour nous de s'imaginer en termes de quantité. La réserve stratégique, c'est-tu pour quelques jours? Parce que je comprends bien que tu pourras pas suppléer pendant 6 mois. Là. Mais c'est en quantité, les réserves stratégiques. C'est pour quelques jours, quelques semaines? Environ, c'est 3 mois. La réponse, c'est 3 mois. Les pays peuvent faire les réserves qu'ils veulent, mais les membres de l'Agence internationale de l'énergie, les pays qu'on connaît bien, Europe et autres, ont comme politique de conserver des importations à hauteur de 3 mois d'importation. Certains peuvent en faire un peu plus, d'autres un peu moins. Donc, si aussi on s'attaque aux réserves, ben c'est aussi un signe que le marché, justement, commence à être tendu, que la nervosité gagne les marchés. Il y a la Chine qui aussi a fait des réserves. Elle a fait des réserves estimées, c'est pas public, mais estimées à 1,2 milliard de barils. Donc, ça pourrait couvrir presque plus que la moitié d'une année de consommation. Nous, au Canada, on n'en a pas parce qu'on est un pays exportateur de pétrole. C'est plutôt les pays importateurs qui se soucient de faire des réserves. Alors, les réserves, effectivement, qui sont très peu utilisées dans l'histoire, on va commencer à se tourner vers eux pour suppléer au manque à gagner des 20 millions de barils de pétrole. Écoutez, en gros, là, si on fait ça à la louche, c'est 100 millions de barils là, la semaine dernière qui n'ont pas circulé, là, qui n'ont pas atteint leur destination. Ça commence à faire des très grosses quantités. 100 millions, c'est la consommation d'une journée de pétrole à l'échelle internationale. On est à peu près à plus de 100 millions de barils de pétrole par jour. Ça commence à être des impacts quand même significatifs et inédits. On est vraiment dans une zone inédite. On n'a pas connu un blocus ou en tout cas une paralysie aussi grande dans le détroit d'Ormuz depuis le commerce mondial du pétrole. Yvan Clich, spécialiste en énergie au Cerium. Merci pour ces explications. Au revoir. Merci, au plaisir. Isabelle, angine de poitrine, là, même nos auditeurs sont divisés en deux. Puis ça fait réagir. Roger, angine de poitrine, meilleure bande depuis longtemps, concept de fou. Mes vinyles sont déjà en précommande. André dit la musique est très bonne, mais moi, la parution d'hier soir, je trouve ça absurde, fait que j'adhère pas. Puis JC, lui, dit c'est comme de la banane sur une toile, là, mais en musique. Fait que c'est populaire parce que c'est weird. C'est son opinion. Fait que vraiment, c'est très, très partagé.